Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée de soutenance. Aujourd'hui, 20 juillet 2023, notre deuxième journée de soutenance à l'IUS pour les diplômes de licence dans des différents domaines. Alors, je dis bonsoir encore une fois, plus précisément aux membres de jury, à Maoko, Jean-Emmanuel Sanon et à l'assistance qui est avec nous en présentiel et en distanciel. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. En fait, je vais vous présenter les membres de jury. Docteur Christophe Providence, rapporteur, il est économiste et maintenant au titre de HDR, c'est-à-dire habilitation à diriger, il a l'habilitation à diriger les recherches. Et docteur professeur Fred Selimène, directeur de recherche de ce travail, il est professeur agrégé des universités de classe exceptionnelle, le dernier niveau à atteindre dans le monde intellectuel. Et enfin, Rosemary Jérôme, c'est bien moi qui préside cette cérémonie de soutenance avec les membres de jury précités. Merci. Tout de suite, on fait place à Maoko Jean-Emmanuel Sanon dans son sujet « Analyse de l'impact de la dette publique sur la croissance économique en Haïti de 2008 à 2020 ». Alors, il est étudiant en économie. Écoutez avec attention, mesdames et messieurs, Maoko dans son travail de recherche. Maoko, allez-y, vous avez 10 minutes. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il ne me serait pas permis de commencer ma présentation sans remercier l'aide de certaines personnes grâce auxquelles ce travail a été possible. D'abord, je tiens à remercier Dieu qui m'avoir accordé la santé, la force et le courage d'être résilient tout au long de ce parcours. Ensuite, je tiens à remercier mon directeur de mémoire, en l'occurrence le docteur Fred Selimène. Et enfin, je tiens à remercier mes parents, les membres de ma famille, mes amis, mes collègues, et ainsi que l'IUS qui m'avait permis qui m'avait reçu en son sein. OK. En ce qui a trait à l'introduction de mon travail, par rapport au problème de taux de change, de taux d'épargne aigu qui domine les pays en développement, donc les économistes ont été plusieurs à plaider en faveur de l'épargne étrangère comme une alternative intéressante pouvant permettre à ces pays d'accumuler du capital et d'amorcer leur processus de croissance. Par conséquent, durant ces 25 dernières années, on assiste à une tendance haussière de la dette externe de l'État. Cependant, l'écart constaté entre ce que prévoit la théorie économique et ce qu'on constate en réalité nous a interpellés. D'où notre question de recherche: de quelle manière la dette publique impacte-t-elle la croissance économique en Haïti de 2008 à 2020? Notre travail s'inscrit dans une démarche hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'au début, on a formulé des hypothèses,
ensuite, on a effectué des recherches pour ensuite, pour enfin infirmer donc, ces hypothèses. De ce fait, et notre hypothèse principale s'intitule ainsi « La dette publique influence négativement la croissance économique en Haïti de 2008 à 2020 ». Notre hypothèse secondaire nous permet d'affirmer que la dette externe est un vrai poison pour l'économie haïtienne. En ce qui a trait à nos objectifs de recherche, et nous en avons deux également, l'objectif principal consiste à mener des recherches pouvant permettre la compréhension et de capter l'impact de la dette publique sur la croissance économique en Haïti, de 2008 à 2020, bien sûr. Et notre hypothèse spécifique consiste à expliquer le comportement de la croissance économique au moyen d'autres variables et qui ne sont pas la dette publique. La méthodologie que nous avons adoptée pour faire ce travail, c'est bien entendu la méthodologie des méthodes mixtes qui consiste à combiner les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. La méthode quantitative a permis de collecter des données chiffrées sur nos deux variables. Et bien sûr, nous avons utilisé des données de seconde main que nous avons collectées sur le site du FMI. Que nous disent ces données collectées? En effet, à première vue, ces données nous présentent une relation vraiment instable entre la dette publique et la croissance économique en raison de l'effet non linéaire qui existe entre ces deux variables. Nous avons aussi calculé le coefficient de corrélation pour ces variables. Et en effet, en raison d'une faible corrélation de moins 0,14, on peut affirmer qu'il y a quand même, le coefficient nous dit qu'il existe quand même une petite relation entre la dette publique, négative, entre la dette publique et la croissance économique. Cependant, par rapport à sa faiblesse, nous nous sommes évertués à trouver d'autres facteurs pouvant expliquer mieux l'inefficacité de la dette publique sur la croissance économique en Haïti de 2008 à 2020. Donc, c'est dans ce sens que nous avons trouvé la corruption et la mauvaise gouvernance comme étant des effets pervers que la dette entraîne, pouvant affecter négativement le PIB de pays et sa croissance. Nous avons également passé en revue le taux de change et l'incertitude des agents qui provoquent une baisse de l'assiette fiscale de l'État, etc. Donc, en conclusion, nous avons abouti à la conclusion que la dette publique influence négativement la croissance économique en Haïti de 2008 à 2020. Donc, nous avons confirmé nos hypothèses, nous avons atteint également nos objectifs de recherche et étant donné que tout travail de recherche comporte des limites, et le nôtre également comporte certaines limites. Donc, la première limite que nous avons attribuée à notre travail, c'est bien entendu l'absence d'un modèle économétrique. Parce que dans ces genres d'études, quand vous voulez tester l'impact, bien la relation qui existe entre deux variables, on ne peut pas se contenter d'utiliser uniquement la statistique descriptive. Donc, il nous faut plus que ça afin de capter réellement l'impact d'une variable sur une autre variable. Et puis, l'autre limite que nous avons attribuée à notre travail, c'est bien entendu le fait que nous avons neutralisé certaines variables dans notre analyse. Par exemple, on a neutralisé la composition du portefeuille de la dette
On a aussi neutralisé, on n'a pas parlé de la constitution des créanciers, etc. Donc, on pense que le taux d'intérêt égal et non plus n'a pas été pris dans notre analyse. Donc, on pense que ce point peut représenter également une faiblesse pour notre travail. Et puis, en ce qui a trait aux variables que nous avons évoquées pour mieux expliquer le comportement de la dette publique sur la croissance économique est un peu vraiment réduite. Donc, si une personne arrive à augmenter donc, la taille de ces variables, nous pensons que cela donnerait quand même une force au travail. Et puis, en ce qui concerne les perspectives, donc, certes, par rapport aux résultats que nous avons constatés, nous avons fait un ensemble de recommandations à l'État alors qui pourrait quand même l'aider à mettre le pays sur de bons rails. Mais nous n'avons pas effectué au sens strict une étude sur la gestion de la dette. Donc, quelqu'un pourrait se lancer dans cette voie en effectuant des analyses beaucoup plus poussées, donc, qui lui permettraient de dégager donc, des recommandations beaucoup plus pertinentes pouvant aider donc, le pays à prendre de meilleures décisions, ce qui a trait à la dette publique. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait préparé. Et maintenant, je remets la parole au jury pour les remarques et les questions. Et avant de partir, je voulais vous notifier sur quelque chose. En fait, je n'avais pas la possibilité de faire la présentation PowerPoint. Je l'ai là sur mon ordinateur, mais il y a un code qui m'empêche de faire la présentation sur mon ordinateur. Et donc, c'est ce qui justifie donc l'absence de la présentation PowerPoint dans mon travail. Donc, merci. Merci, Monsieur Manco. Merci pour votre judicieuse présentation. Alors, me voici heureuse de présider le jury du travail scientifique de M. Manco. Donc, avant de ce mémoire, je donnerai successivement la parole à chacun de vous, Dr Providence, rapporteur, et Monsieur Professeur Fred Selimène, directeur de recherche. Donc, je cède la parole au docteur Providence afin de dire ou bien de faire quelques suggestions sur ce travail. Merci, docteur Providence. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore une fois un plaisir de pouvoir m'adonner à cet exercice qui est de souligner, parce qu'il s'agit d'un exercice d'apprentissage à la fois pour Pétran, qui est le premier concerné, mais pour les étudiants qui vont bientôt présenter un travail, que ce soit en licence, voire même en master. Donc, un apprentissage. Donc, je dois d'abord saluer et féliciter les M. Sanon pour son sujet. C'est un sujet assez important pour le pays, puisque généralement, on se plaît à demander de l'aide, en tout cas, chercher des prêts, des crédits un peu partout, sans vraiment analyser ce que la dette peut entraîner concrètement sur le PIB. Et donc, tout est à son honneur. Je demanderai à Caillou de ne pas partager son écran, d'arrêter le partage. Alors, et puis, ce que je veux... alors, félicitations pour le sujet, félicitations également pour les données, la qualité, et surtout sur le fond du travail. Maintenant, comme vous le saviez, qu'un travail s'évalue à la fois sur la forme et sur le fond.
Sur la forme, maintenant, d'abord, et je pense que il faut quand même revoir une très bonne partie du travail. Et c'est extrêmement important si vraiment Sanon veut déposer ce travail-là définitivement pour que d'autres jeunes puissent en profiter, il faut vraiment revoir ce côté-là, hein, la forme. Heureusement, Sanon pourra compter sur le document que, avec plaisir, je vais partager avec lui, qui souligne clairement des éléments, hein, d'appréciation. Alors, pour Sanon, donc les parties en jaune, c'est vraiment des éléments à reconsidérer. Hein? Les parties en rouge, on va dire rouge grenat, ce seraient des éléments soit à enlever ou à déplacer. Et bien entendu, il y a à chaque fois des petites notes qui expliquent pourquoi. Par exemple, il faut faire attention, sinon, à la manière, hein, de présenter, hein, de formuler, hein, phrase, ou même des paragraphes. Il faut vraiment faire des phrases simples, ce qui serait de nature à simplifier le travail. Donc, une phrase simple, c'est super complément. Donc, quand on essaie de mettre plusieurs phrases, ça fait, il ne faut pas répondre, hein, il faut prendre des notes tout simplement. Voilà. Alors, à ce moment-là, il faut éviter les phrases qui sont, pour pas mettre plusieurs idées dans une même phrase. Donc, ça, c'est une première chose. Il faut également reconnaître que les paragraphes, ici, je vais à l'introduction. Hein, ici, donc, déjà dans le résumé, il y a toujours le plan de syntaxe, et c'est à peu près partout dans le texte. Il faut un problème de syntaxe. Ça peut être un mot qui ne serait pas à sa place, un mot qu'on a oublié de mettre, hein, et une mot de ponctuation. Tout ça renvoie à des problèmes de syntaxe. Maintenant, dans l'introduction, alors, il faut éviter aussi de présenter un texte comme un bloc. Hein, il faut vraiment aérer le texte. On ne peut pas avoir un paragraphe qui s'étend sur toute une page. D'accord? C'est vraiment, ça rend pénible la compréhension du travail. Hein? Donc, il faut faire attention et aérer le texte. Maintenant, si je prends l'introduction, il faut toujours la même remarque, il faut aérer le texte. Il faut, quand on utilise un site pour la première fois, on définit, on dit comment ce que ça veut dire. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il y a la table des sigles qu'il faut négliger. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment souligner. Donc, à chaque fois, ici, parce que votre introduction est super chère, tout à l'heure, on va voir le problème de déséquilibre que ça va provoquer. Hein? Donc, là, ces parties-là, à mon avis, il faudra carrément les enlever de là. Il n'y en a aucun, il faut aller droit au but et surtout présenter les éléments fondamentaux dans le travail. Donc, voilà. Donc, ça, c'est introduction. Toujours sur la forme, il faut éviter, bon, j'avais déjà dit des répétitions, hein, parce que si vous allez, si on regarde bien, l'introduction est super chargée, parce qu'il y a des éléments qui ont dû se retrouver dans un chapitre carrément. Hein, dans un chapitre carrément. L'introduction fait 8 pages. Hein, l'introduction fait 8 pages et vous allez voir pourquoi dit qu'il faut faire attention avec ces choses. Bon, un peu partout, c'est souligné. Donc, il va se trouver facile et qu'il aura ce temps. Et toujours sur la forme, il faut donner des titres appropriés et non donner des titres génériques. Par exemple, chapitre 2, je crois que c'est la même chose pour le chapitre, et dans le chapitre 3,
et il y a un qu'il appelle analyse, donc chapitre et section données utilisées et analyse. C'est vraiment, il faut trouver des titres appropriés. On peut monter au niveau section 2, page 9, techniques et outils utilisés. Donc, pour simplement s'inspirer du cours de méthodologie, qui montre clairement à tel moment voilà ce qu'il faut faire, il faut toujours se rappeler que le titre doit annoncer le contenu. Il faut éviter, un chapitre commence toujours sur une nouvelle page. Donc, il faut lire attentivement le canevas sur le plan de la forme pour vraiment reprendre, alors là, vraiment, un profond nettoyage du texte. C'est extrêmement important. Au niveau de la bibliographie, pareil, il y a plein de désordres. Tantôt Banque mondiale et d'une manière un peu plus bas, et par exemple FMI, et là, il met Fonds monétaire international. Donc, vraiment, il y a un nettoyage à faire de la bibliographie. Ici, c'est inutile, parce que j'ai l'impression que c'est la même référence qu'on a là, bien avant, et que vous aviez tenté de remettre. Donc, il faut vraiment faire attention. Et bon, je comprends que c'est un apprentissage, mais pour qui sera déposé dans notre bibliothèque, il faut nettoyer. Alors là, vraiment nettoyer à fond. Ça, c'est tout ce qui concerne la forme du travail. Maintenant, pour ne pas être trop long, puisque aussi on sait qu'il y a d'autres soutenances, j'aurai quelques questions, mais soit dit en passant, j'attire l'attention sur le problème d'équilibre dans le texte. L'introduction fait une page, le premier chapitre, 19 pages, le deuxième chapitre, 10 pages. Alors là, c'est vraiment grave, parce que l'introduction ne peut pas être plus lumineux qu'un chapitre. D'accord? Donc, vraiment, il y a un travail, certes, heureusement pour vous, alors, sur le fond, il y a vraiment des éléments importants, intéressants, mais sur la forme, il faudra vraiment revoir un certain nombre de choses. Le chapitre 3 fait 12 pages. C'est comme si le premier chapitre fait plus de 3 fois le nombre de pages. Second chapitre. Bon, alors, donc ça, le directeur, vous allez vraiment vous entendre. Et heureusement, il y a également des conseils qui sont donnés pour finir. Au niveau de la biographie, on l'a vu, il y a des éléments. Donc, de toute façon, avant d'avoir droit au diplôme, chaque étudiant doit non seulement prendre en considération les romans qui seront attestés par le directeur et ils ont déposé la version finale. C'est après ce dépôt-là que l'étudiant aura droit à son diplôme. Et ceci, on ne donne pas 1 an, ni 2 mois, ni en tout cas, vous aurez maximum 1 mois pour le faire. C'est comme ça. D'accord? Parce que le diplôme sera déjà prêt. Eh ben, il faut tout mettre en œuvre pour disposer de son bien. Alors, j'aurais 2 questions parce que j'ai bien compris l'effort qui était de démontrer comment dette aurait un impact sur la croissance économique. Et vous-même, vous l'avez souligné, les données disent c'est vraiment insignifiant, on ne peut même pas parler d'impact. Je ne comprends pas pourquoi, et là aussi, il faut voir la conclusion, parce que les données disent que c'est insignifiant, on ne peut pas conclure sur
une vérification hypothèse, hein, dans le sens d'une confirmation, ressemble plus à une affirmation. Hein? Donc, il faut, à ce moment-là, ajuster, voir ce qu'il faut voir pour vraiment faire en sorte que les données, les résultats obtenus puissent être respectés. D'accord? C'est-à-dire, ce que les résultats disent, c'est ce que le chercheur doit dire, et non l'inverse. Je rappelle que quand on vérifie l'hypothèse du monde, c'est que elle peut être soit confirmée, soit infirmée, soit nuancée. Dans les trois cas, ça s'appelle vérification de l'hypothèse. Et les trois cas sont solides au regard de la science. Il y a des études qui pensent que dès que l'hypothèse n'est pas confirmée, c'est que le travail n'est pas bon, c'est faux. Quand l'hypothèse est confirmée, le travail est solide également. D'accord? Donc, il faut vraiment respecter ce que les données disent par rapport à ce que vous-même vous vouliez montrer. Maintenant, les deux questions, hein, juste pour vous écouter. Hein, d'abord, par rapport à la dépendance politique et économique du pays, que représente la dette? Est-ce que la dette serait un déterminant véritablement de la croissance économique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, maintenant, on sait qu'Haïti est un pays, en tout cas, qui est souvent traité en pauvre. Je dirais qu'il y a des règles spécifiques qu'on invente pour Haïti, mais qu'en est-il de la conditionnalité de la dette? Parce que quand Haïti s'adresse à la Banque mondiale, hein, au FMI, est-ce que les conditionnalités ne sont pas de véritables handicap pour Haïti? Donc, parmi, vous aviez dit, été ou d'autres variables, notamment la corruption et autres, c'est bien, sauf que si on reste dans la logique de la dette, est-ce que les conditionnalités ne sont pas et même véritables obstacles et pour la croissance économique? Madame la Présidente, et j'aimerais bien écouter l'impétrant sur ces deux questions, bien entendu pour les remarques qu'il aura, pour l'aide de forme son travail. Merci beaucoup. Merci, Dr Providence, pour vos suggestions envers le travail de M. Marco Jean-Emmanuel Sanon. Donc, juste avant qu'il vous réponde, donc, on va faire place avec Dr Selimène pour ces mots de... C'est à lui de... Donc, Dr Selimène, c'est à vous. On vous écoute dans 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je commence par féliciter Marco. Il a réussi à avancer dans son travail, même si il s'est pris avec un peu de retard, ce qui explique quelques imperfections qui ont été relevées par le rapporteur et imperfections que je partage totalement. Mais c'est toujours le même problème avec nos étudiants. Ils ne pensent pas qu'un mémoire, ça se prépare sur plusieurs mois, quoi. C'est pas quand on voit la pression arriver vers le mois d'avril, mai, on essaie de finaliser. Alors qu'on avait le mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on laisse passer 6 mois
on laisse passer 6 mois, et puis les 3 derniers mois, on essaie d'évoluer. Mais Marco avait quand même envoyé des choses, incomplètes certes, mais il avait envoyé des choses assez tôt, contrairement à d'autres qui envoient vraiment les premiers documents, on les reçoit en mai, au mois de mai. Mais Marco n'a pas attendu le mois de mai. Bien avant, il avait déjà commencé à envoyer des choses. Mais comme on a du travail pour remettre les choses en place, puisque c'est une culture, les étudiants de licence, je le dis pour Marco, mais je le dis pour tous ceux qui écoutent, les étudiants de licence, c'est leur premier travail rédactionnel. Ils n'ont pas encore fait un mémoire, une thèse, 5 articles, 40 ouvrages. Non, c'est leur premier travail de réflexion et de rédaction. Si bien que même les codes, ils ne les maîtrisent pas. Même les codes, ils ne les maîtrisent pas. Donc, il faut, et c'est pourquoi j'invite tout le monde à ne pas attendre le dernier moment, ne pas attendre le dernier moment pour s'y mettre. Parce que les codes, ça ne s'apprend pas au dernier moment. Ça s'apprend progressivement. Et Marco a été assez rapide. Il a compris la notion de présentation par chapitre, par section, par paragraphe. Seulement, il y a le problème de l'équilibre. Et le rapporteur a totalement raison de souligner le problème d'équilibre. Une introduction aussi longue que chapitre, c'est pas orthodoxe. Hein? Bon, mais en fait, tout ça, il y a eu quand même du progrès par rapport à nos premières versions. Mais globalement, on voit le souci de présenter quelque chose de propre quand même. On voit ce souci-là, et c'est tant mieux. Alors, Marco a voulu travailler sur la notion de dette publique et croissance, ce qui est son droit, mais à son niveau, j'aurais plutôt travaillé sur la notion de déficit public, autrement dit, dépenses publiques et croissance. Parce qu'en fait, ce n'est pas la dette publique qui fait la croissance. Certes, la dette publique a un impact sur la croissance, mais en décalage, T moins 1 sur la croissance. Ou si tu peux faire T plus 1 sur la dette. C'est-à-dire quand tu dépenses, mais il y a un impact quand même, mais en décalage. Quand tu dis qu'on a pu remarquer faiblement, tu l'as bien dit, il y a un impact faiblement de la dette publique sur la croissance. Tout simplement parce que tu prends en compte la dette publique de l'année et la croissance de l'année. Mais si tu prends la dette publique de l'année suivante et la croissance de l'année, c'est-à-dire T plus 1 T, tu verras que le lien est beaucoup plus fort. D'accord? Donc, si tu fais un master, tu pourrais travailler sur un mémoire du genre déficit public, donc dépense publique, puisque c'est à la dépense. C'est quand tu crées de la dépense que tu déséquilibres ton budget, donc déficit public. Donc, tu pourrais faire croissance, déficit public et dette publique. Parce que le lien qu'il y a, parce que tout ça c'est lié, c'est vrai, mais tu as sauté le déficit public pour aller à la dette publique, alors que tu dois passer par le déficit public avant d'arriver à la dette publique. Parce que c'est la dette publique, quand elle est trop élevée, va entraîner, c'est comme toi l'individu, si tu vas voir ta banque et que tu as déjà une dette importante, si ton banquier veut te donner un peu d'argent, il va t'augmenter le taux d'intérêt. Il va te dire que le risque est plus fort parce que tu es très endetté, donc je vais augmenter mon taux d'intérêt. Donc au lieu de te faire du 4%, je vais te faire du 5%. Mais chaque fois qu'on augmente le taux d'intérêt, tu diminues ton revenu disponible pour pouvoir dépenser, pour pouvoir faire une dépense publique. Donc, tu vois, c'est la dette publique a des conséquences sur le financement de la dépense publique. Et comme la dépense publique dépend de la croissance, donc par ricochet, et tu as faiblement d'une année identique,
la dette publique a une conséquence sur la croissance. Mais tu ne peux pas sauter la dépense publique et passer directement à la dette publique. Les problèmes de croissance. Le problème de croissance, tu dois le trouver d'abord sur la dépense publique, et la dette publique, c'est une conséquence, parce que plus ton déficit est gros, et c'est une spirale. C'est une spirale. C'est-à-dire, plus ta dépense publique est élevée, plus ton déficit est élevé, plus tu vas emprunter, donc plus tu vas augmenter ta dette publique. Plus tu vas emprunter, plus tu augmentes ta dette vis-à-vis de ton banquier, toi. Plus tu augmentes ta dette publique. Et plus tu augmentes ta dette publique, plus ton taux d'intérêt qu'on va t'infliger sera élevé, et plus tu auras des impacts négatifs sur ton revenu disponible, c'est-à-dire ta capacité à dépenser, à relancer ton économie. Donc, merci, docteur Fred. Il vous reste 20 secondes, bien entendu. Non, mais juste pour dire, là aussi, je l'ai dit à un autre candidat, il faut regarder les pays développés et Haïti. Tu verras que les pays développés ont des taux d'endettement 120% presque en France, 70%, mais on ne va pas tolérer à Haïti d'avoir même pas 60% d'endettement. On va couper l'endettement. Donc, il y a dans cette affaire des pays privilégiés à l'endettement et des pays sanctionnés à l'endettement qui bloquent leur développement. Parce que si on devait arrêter l'emprunt aux États-Unis qui est à 90%, 100% d'endettement, et on regarde ton tableau pour Haïti, c'est même pas 50% très souvent. Tu vois? Donc, il y a un problème de pays riches, pays développés qui se posent là-dessus, mais c'est encore un autre débat. Et je remercie la présidente de m'avoir fait grâce de quelques secondes supplémentaires. Merci, docteur Selimène. Merci, monsieur le directeur de recherche de Marco. Maintenant, Marco, c'est à vous de répondre aux différentes questions posées, surtout aux questions de docteur Providence. Donc, et maintenant, je fais place à vous. Merci, madame la présidente. Et je voudrais tout d'abord remercier le docteur Providence pour ses remarques vraiment avisées. OK. Et concernant la remarque concernant l'insignifiance de nos données, alors nous pensons que peu importe la quantité de données que nous aurions collectées, nous serions arrivés à cette même conclusion parce que nous n'avons pas de modèle économétrique dans notre travail. Uniquement à l'aide de la statistique descriptive, on ne peut pas arriver à déterminer clairement donc, la relation entre deux variables. OK? Donc, l'économétrie est un outil d'analyse quantitative permettant de vérifier les relations existantes entre certaines variables. Donc, il nous le faut dans notre travail, dans un tel travail, en fait, afin de bien vérifier de l'impact de l'une de nos variables sur l'autre. Et la première question... Excusez-moi, vous avez mal compris ma question. Hein? C'est que les données que vous-même vous avez collectées, vous l'avez présenté, vous aviez dit que c'est de l'ordre 0,04. Autrement dit, c'est presque inexistant. Donc, on ne peut pas conclure sur effectivement, hein, à ce moment-là, il faut revoir la conclusion. C'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas non plus aller à concours. Les données disent qu'il y a d'impact, il n'y a pas d'impact. Il ne faut pas dire qu'on a confirmé que telle chose aurait un impact. Il faut dire peut-être, eh bien, non, l'hypothèse est informée. Aussi, il faut nuancer l'hypothèse. Eh bien, l'hypothèse, en partie, ou pour 4%, c'est vrai, sauf qu'il y a d'autres variables. Donc, on pousse à reformuler notre hypothèse de telle manière. D'accord? Donc, ce n'est pas une question économétrique, puis avec les statistiques aussi, les outils statistiques, on peut très bien faire des études, sinon on n'allait pas accepter votre travail. D'accord? Il ne faut pas dire ça, il faut
dire que, bon, ben, on va utiliser telle équation économétrique. C'est ça qui fait que non. Vous avez choisi les outils d'analyse, c'est à vous d'assumer. Il ne faut pas aller à compte pour que vous avez présenté. Merci. Et merci encore, M. Providence. Mais c'est pourquoi, au sein de notre travail, nous avons utilisé donc, la méthodologie des méthodes mixtes, c'est-à-dire qu'on a combiné les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives. Donc, c'est sûr que les données collectées à partir de la méthode quantitative ne nous auraient pas permis de dégager notre conclusion. Donc, c'est pourquoi il faut aussi regarder l'impact, OK, et des indicateurs qualitatifs et dans les conclusions que nous avons eues et dans le cadre de ce travail. Et bon, pour faire place et maintenant, pour faire suite aux questions, la première question consiste à expliquer la dette. OK. Donc, pour la dépendance politique, c'est uniquement un problème de personnes. OK? Donc, c'est pourquoi, dans les recommandations que j'ai faites, j'ai aussi parlé de l'homme qu'il faut ou bien de la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'on a un problème d'hommes et de femmes dans le pays. Donc, une fois qu'on aura des personnes et avec le sentiment patriotique, des personnes qui pourront regarder l'étranger dans les yeux, donc c'est sûr que nous aurons un autre pays et cela aura également des conséquences positives sur l'économie qui aura sans doute une autre direction. Et puis, par rapport aux conditionnalités de la dette, alors, par rapport aux conditionnalités que les institutions internationales imposent aux décideurs publics sur les dettes publiques, bon, et ça a vraiment constitué un réel problème parce que les étrangers veulent que ça soit fait à leur manière, alors qu'ils n'accordent pas donc, la liberté aux décideurs nationaux donc, de prendre les décisions en fonction des besoins constatés sur le territoire national. Ton micro est fermé, Présidente. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Merci, docteur. Merci. Donc, je vous remercie grandement du travail que vous avez fait, M. Manco. Donc, c'est un travail en pair, je pourrais dire, malgré il y a des petits arrangements qu'il faut faire au sein du travail. Il faut prendre à cœur les recommandations du docteur Providence. Il faut prendre à cœur afin de déposer ou bien de remettre ou bien d'avoir un travail de recherche scientifique. Bon, sans reprendre les recommandations de Dr Providence, bon, oui, j'avais remarqué également des petits failles. Il y a aussi l'introduction, si on compare l'introduction et la conclusion, il y a une différence de 5 pages entre l'introduction et la conclusion. Et puis, dans le premier chapitre, il y a toute une série de 19 pages, et puis le deuxième chapitre, 7 pages, et le troisième chapitre constitue 17 pages, donc il faut reprendre, il faut reformater les formes, la forme du travail. Donc, en fait, tu as fait un très beau travail, merci. Si vous avez quelque chose à dire, maintenant, tu as 2 minutes donc, pour le dire. Bon, et je voudrais remercier les membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail. Je voudrais remercier l'Institut universitaire des sciences en général et l'antenne
Jacques Mel en particulier et pour son accueil chaleureux. Donc, ça m'a permis de vraiment d'atteindre des objectifs depuis toujours. Et maintenant, je peux dire que je suis plus près du but. Et je remercie l'IUS pour cette possibilité. Et voilà, merci. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Merci, docteur. Et docteur Providence, rapporteur, professeur Fred Selimène, directeur de recherche, et moi, Rosemanie Jérôme, présidente. Soyez remerciés pour l'intérêt que vous avez manifesté pour ce travail lors de votre intervention et pour vos apports complémentaires enrichissants. Donc, je vous remercie. Donc, moi, je suis, bien entendu, une doctorante de l'IUS. Je remercie l'IUS pour le travail bien fait, le travail hors pair qu'il élabore au sein de la République, bien entendu, je peux dire au sein du pays. Je vous remercie, l'IUS. Si vous avez quelque chose à dire, Monsieur Providence, rapporteur, et Docteur Selimène, donc c'est à vous, et puis pour fermer cette séance. Moi, je n'ai rien à dire, sauf à demander à Marco. Il est bien à l'étranger, là, en ce moment. Voilà, donc je n'ai rien à ajouter. Merci vraiment. Tu es à l'étranger en ce moment? Je suis là. Là, c'est quoi? Tu es en Haïti? Non, je suis à Jacmel, actuellement, à l'IUS. OK. À l'antenne de Jacmel. OK. Donc, eh bien, merci. Au revoir pour une autre séance de soutenance. Merci. On revoit bientôt. Merci.